Kaounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour William, Tanguy. bonjour. Bonjour Tanguy. On a deux sujets à évoquer, hein, l'affaire de charbon de bois et de bois de chauffe qui désormais reste au cœur des discussions pour ceux qui sont les consommateurs finaux. Et puis on va évoquer la situation dans la sous-région avec notamment l'officialisation ce mercredi 29 janvier 2025 de la sortie donc de trois pays du Sahel, de l'Alliance du Sahel, pardon, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Commençons déjà par le tout premier sujet, l'affaire de charbon de bois. De nouvelles mesures désormais qui engagent de nouvelles taxes. Et les Béninois qui dénoncent une politique de presse et d'impôts sans limite. Franck Aounou. Oui. En réalité, moi, j'ai passé quelques coups de fil en direction des acteurs ceux-là qui sont chargés de faire respecter ces mesures qui ont été prises. Et on m'a dit que ce n'est pas de nouvelles mesures, c'est des mesures qui existaient. On a juste actualisé et rappelé à ceux qui sont, disons, autres acteurs dans le secteur, les mesures qui étaient toujours en vigueur. C'est vrai que vous voyez, quand on prend une loi ou on prend une mesure, avec le temps, ça commence peut-être par disparaître dans les habitudes. Et donc, l'autorité a jugé nécessaire de rappeler cela aux acteurs pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Maintenant, le contenu de tout ce qui a été dit, ça, on pourra décortiquer ça pour voir si ça arrange telle ou telle partie. Ce qui est sûr, c'est une mesure prise par l'autorité et on est tenu de respecter cela. William. En fait, ça a commencé, une certaine répression a démarré au nom d'un texte qui serait en vigueur depuis 2009. Les conducteurs de véhicules, taxis, entre les principales villes de l'intérieur du Bénin et le sud ont commencé par en payer les frais. Ensuite, ça c'était un peu décrié par les populations. Et on a voulu bien faire les choses, corriger le tir en sortant un communiqué. Sinon, depuis plus d'un an, les gens souffraient déjà de ça. Les chauffeurs se voyaient flanquer des amendes de 50 000 francs par des forestiers. Les gens ont dû développer des filières de transport de sacs de charbon la nuit. Quand on voyage à Zoukou, je ne sais pas, à Kasseklo, partout là-bas à l'intérieur du Zou et un peu au début des collines, parce que le charbon revient à un certain coût abordable. Les gens aiment revenir à Cotonou, à Bomé-Calavi, c'est Mepodji, pourquoi pas Porto Novo avec quelques sacs. Donc justement, ils ont commencé par en souffrir et sérieusement. Vous vous souvenez, on nous a rappelé que les marchandises devraient être transportées par des véhicules spécifiques et que les voyageurs aussi devraient, avec leurs légers bagages, voyager avec d'autres véhicules. Beaucoup ont mis cette réglementation, mais aussi non ces nouvelles sanctions sous le coup de cette réorganisation en fait. Mais quoi qu'on dise, le communiqué du 22 janvier dernier était juste venu informer officiellement de quelque chose, d'une règle qu'on a commencé par appliquer depuis quelques mois, aux grandes dames de nos pauvres mères. Oui, pourquoi vous parlez aux grandes dames le Bénin est un pays essentiellement fiscal et puis chacun doit contribuer d'une manière ou d'une autre. Vous aussi. Vous voyez combien les gens contribuent depuis je ne sais combien d'années. Ils contribuent comment? À tous les égards. On nous parle d'élargissement de l'assiette fiscale depuis je ne sais combien de temps. Au point où il n'y a pas un seul domaine. Même la petite prestation de 10 000 francs que vous faites, vous ne pouvez pas imprimer votre facture normalisée si vous n'avez pas payé l'AIB préalablement. Ce qu'on payait après et qu'on donnait au comptable à qui nous remettions ces factures. Il n'y a plus rien qui ne soit suffisamment taxé. Le gaz qui a presque doublé de prix, c'est parce que les Ukrainiens et les Russes se battent. Mais le charbon qui est fait dans nos brousses avec les terres de chez nous aussi, ça aussi maintenant, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de guerre ici, mais on veut encore taxer ça. Quand je dis on veut, c'est parce que je ne méconnais pas
l'existence préalable de ce texte. Oui, justement. Depuis 2009, a-t-on dit. C'est pour des raisons que l'État n'applique pas. En fait, vous savez, si l'État devrait rigoureusement appliquer toutes les lois qui existent, je crains que notre... regardez la loi sur le sachet plastique, regardez la loi par exemple sur... Là, vous êtes juriste quand même, oui. et vivre dans un pays qui n'applique pas toutes ces lois, c'est quand même bizarre ça, non? C'est justement bizarre. Vous compreniez ça? Bon, je ne suis pas juriste, je suis journaliste. D'accord. Mais attendez, si l'État prend des lois qui vont au-delà de ses moyens, ou l'État prend des lois dans la prévision, parce que la loi dispose pour l'avenir, c'est une maxime. Si l'État prend des lois, doit travailler à la sensibilisation, ensuite la mise en vigueur, et de façon progressive, mais que l'État lui-même se rend compte dans l'application qu'il y a des difficultés. Ne me dites pas que les gens n'ont jamais essayé, et quand vous vous renseignez, c'est ce qu'on vous dit, que les autorités forestières n'ont jamais manqué de vouloir appliquer ces tests. Parce que justement, les organisations professionnelles de producteurs de charbon, de transporteurs de charbon sont bien organisées, paient des redevances à l'État comme cela se doit, et c'est presque un manque à gagner pour eux si tous ceux qui vont à Parakou, tous les parents de ceux qui vont à Parakou et reviennent à Cotonou avec un camion ou avec un véhicule pick-up doivent leur amener au moins un charbon. Mais regardez le pays dans lequel nous sommes. Les gens cherchent toujours le mieux pour vivre. Les gens n'ont même plus l'argent pour charger leur gaz. Les gens ont déposé même leur bonbonne. Et dans ces conditions, on dit... Et c'est déjà d'application stricte. Hein, vous n'avez pas idée. Le week-end dernier, j'ai fait Cotonou dans ça. C'est déjà d'application stricte. Les conducteurs sont dans la stupeur et ils vous le disent que c'est un peu comme les contrôles routiers que les policiers ont excessivement enclenché encore maintenant. On vous verbalise pour rien du tout. On coche, on met même autre sur la fiche de verbalisation pour l'infraction. On met 15 000, on met 21 000, on met surcharge. Écoutez, mais on est dans quel pays? On est dans un pays où on ne respire plus financièrement. Partout, l'État veut nous prendre de l'argent. Partout, l'État veut nous prendre de l'argent. Si ce n'est pas casque, c'est charbon. Si ce n'est pas charbon, c'est pour le bien-être des citoyens, mais aussi de les gens qui achètent 3 fruits de tomates à 200 francs. À qui vous voulez encore taxer le charbon? Des gens qui n'ont plus de riz de 300 francs le kilogramme. Les riz commencent à partir de 500, 550. Quel niveau de pauvreté devons-nous atteindre, de cri devons-nous atteindre pour que l'État arrête de nous pressurer autant dans les taxes et dans les redevances? Je pense qu'au-delà du rappel qui est fait aux différents acteurs de ce secteur, il y a aussi le besoin de préserver cette ressource, puisque nous parlons justement d'une ressource qu'il faut davantage préserver, non seulement pour cette génération, mais aussi pour la génération à venir. Sans doute que l'administration forestière a fait le constat de ce que jusque-là, l'usage qui est fait des différents acteurs, cela se fait un peu de façon anarchique et qu'il faut mettre un peu d'ordre. Vous savez combien nous pouvons abuser parfois dans la consommation de ces produits. Même pour notre petite consommation, vous en avez quand ils ont l'opportunité d'avoir un conducteur qui fait un voyage, il faut rentrer à la maison avec plusieurs sacs de charbon. On prétexte que cela est une consommation personnelle. Or, ça peut aussi rentrer dans une activité illégale. Donc, je pense que c'est aussi ça, l'autre aspect qu'il faut relever. On m'a fait savoir que nous avons atteint de 2015 à la date d'aujourd'hui 1,9% de déforestation. Ça veut dire que nous avons, dans une certaine mesure, en utilisant cette ressource exagérée au point, n'est-ce pas, de porter atteinte au couvert végétal. Et si nous disposons de cette ressource aujourd'hui n'importe comment, n'est-ce pas, je pense que quelque part, nous risquons d'hypothéquer l'avenir de ceux qui viendront après nous. Il faut quand même bien laisser quelque chose aussi pour demain. Donc, je pense que ça va de soi, davantage sensibiliser des différents acteurs, de la gestion efficiente qu'il faut faire de cette ressource, en respectant les normes qui sont établies. Je pense que pour ceux qui vont prendre le risque de ne pas respecter cette décision, il y a des tasses qui sont prévues, je pense entre 600 ou 700 francs sur chaque sac. Toujours est-il que c'est toujours bien de communiquer sur ces mesures avant le prise, parce que cela tombe parfois, généralement aussi, sur la tête des différents acteurs, comme une décision prise comme ça, même si les dispositions existaient et que
l'administration aussi a fait semblant de ne pas faire le travail, de le rappeler aux besoins et qu'un matin on se réveille avec un communiqué, n'est-ce pas, pour demander aux acteurs d'être de plus en plus vertueux vis-à-vis de cette ressource, ça pose aussi un problème. Franck, comment est-ce qu'on peut comprendre que ce soit aux conducteurs de payer des taxes alors qu'on a quand même une association des acteurs de la filière, on a des vendeurs qu'on connaît, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire payer les taxes à ceux-là, quitte à ce qu'ils les mettent directement sur le sac, plutôt que de perturber la circulation de notre citoyen sur la route pour des sacs de sachets, de charbon par exemple? Non, je pense que ceux qui vont chercher, qui viennent nous transporter ça chez nous, en tout cas, eux-mêmes, ils font du bénéfice et l'État vous dira partout où il y a, vous menez des activités, eh bien, lui, il est prêt à percevoir quelque chose sur ce que vous faites et le bénéfice que vous engrangez. Je pense que même si on fait payer ceux qui vont acheter les associations dont vous parlez, toute la chaîne doit pouvoir subir la taxation et reverser quelque chose au trésor public. C'est ce que je lis à travers cette note circulaire. Ça veut dire qu'on taxe deux fois le charbon et le bois, c'est-à-dire que ceux qui vont dans les forêts pour aller couper le bois et les revendre, ils payent déjà les taxes. Et quand on va vendre à un particulier qui veut amener ça chez lui à la maison, lui aussi va aller sur Internet. J'espère qu'il a Internet. Et lui aussi va aller sur Internet. Il va aller sur Google. C'est Google le site, je ne sais pas trop. Pour aller imprimer et comment vous appelez ça, un ticket de 600 francs CFA pour un sac de charbon. Mais est-ce que, oui. Je ne m'y connais pas trop en matière d'économie, mais je sais que même les produits que nous achetons, lorsque vous achetez une boîte de tomates dans un supermarché, vous payez quelque chose. Oui, mais c'est déjà payé dès l'entrée du produit sur le marché. C'est déjà payé en amont par justement celui qui importe, quitte à ce qu'à l'achat, lui, vous laisse le produit avec à un coût qui inclut déjà justement cette... Mais ce n'est pas quand on a fini d'acheter la boîte de sardines et qu'on est sur la route que le policier commence à vous fouiller dans les poches pour voir si vous avez une boîte de sardines et vous réclame le reçu de paiement en ligne. Ça pose un problème. Vous savez également que sur toute la ligne, et je crois qu'on est en train de lutter beaucoup plus pour ça, il y a de petits faux frais que les gens payent. Et même ça, si vous le comptabilisez, ça dépasse ce que vous pouvez payer directement, avoir votre coupon ou avoir le laisser-passer pour aller directement décharger votre produit dans votre entrepôt ou dans votre magasin. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, l'État recherche un peu d'argent sur cette activité qui est menée, mais c'est une réflexion qu'on peut mener pour éviter que au niveau de chaque acteur, qu'on prélève quelque chose, il faut payer ça déjà à la source, quitte à permettre aux transporteurs de circuler. Je pense que dans la chaîne de production, le maillon le plus important, c'est le transporteur. Parce que le charbon ne peut pas quitter un espace donné vers un autre sans un moyen de transport. Sans doute qu'ils se sont dit, en mettant l'accent sur le transporteur, on peut avoir vite le résultat. Parce que si vous êtes commerçant et que vous ne respectez pas la règle, et que vous utilisez un transporteur qui lui aussi devient complice en transportant votre marchandise, n'est-ce pas, il sait alors à quoi s'en tenir. Si lui, à son niveau, il bloque parce qu'il estime que la quantité de charbon que vous avez là ne peut pas rentrer dans ma voiture parce que cela ne respecte pas les normes, au moins cela vous oblige, vous, acteurs, n'est-ce pas, à respecter. Parce que sans un transporteur, vous ne pouvez pas déplacer votre marchandise. Donc, je pense que c'est peut-être la solution qu'ils ont trouvée, n'est-ce pas, en tassant le transport pour avoir vite le résultat et faire en sorte que la complicité qu'il doit y avoir entre commerçants et transporteurs, que la solution soit vite trouvée. C'est un peu comme l'affaire de casque. Vous qui conduisez, qui est un conducteur taxi-moto, quand même vous avez votre casque et que celui que vous avez remorqué n'a pas de casque, c'est vous qu'on tasse parce qu'on estime que c'est à vous de dire à la personne que vous avez remorqué de porter son casque. Pourquoi nous devons subir un État gourmand ou un État cupide? Un État qui veut l'argent partout. Un État a besoin d'argent pour oui, mais les ce n'est pas routes, les hôpitaux, tout ça. Mais ce n'est pas sur nous, pauvres populations. Ils font des emprunts obligataires tout le temps, ils s'en vendent. Ils ont une économie résiliente, tout ça. Est-ce que c'est nous qui allons payer le prix? Non, on ne demande justement pas de subvention. Les associations professionnelles de producteurs de charbon paient des redevances à l'État béninois. Les associations de transporteurs formellement enregistrées comme telles payent aussi des redevances à l'État.
Il n'y a que mes frères, je ne sais d'où du Bénin, qui mettent quelques sacs de charbon au bord de la voie. Et justement pour aider, parce qu'à l'intérieur, combien de particuliers vont dans les forêts prendre le sac à Didja ou je ne sais où, à 700 francs, à 1000 francs? Non. Les particuliers, souvent, c'est parce qu'on est allé à l'intérieur du Bénin. On veut aider, on veut en profiter, oui. On veut amener 3, 4 parfois. Parce qu'aucun particulier n'a le pick-up qui lui permettent d'amener 20 sacs de charbon. Au plus, c'est 7, je sais pas. 7, c'est même beaucoup, hein? Oui. J'imagine. Souvent, c'est de petits nombres. Maintenant, ceux-là aussi doivent payer encore 700 francs si c'est du bois de chauffe. Finalement, dans quel domaine allons-nous respirer? Comme ça crée une confusion. Ce qui est payé, c'est quand vous êtes en infraction de ce qu'on a, comment on dit, fixé comme norme. Et je dis la norme, c'est 2 et c'est trop. Il faut d'abord tomber sur le coup de ce qu'on a fixé comme norme avant de débourser quelque chose. Oui, mais c'est pour dire que si je garde 3, faisons l'effort de respecter... non, on ne peut pas encourager un État à mettre des règles à un point fini pour rien. Éveilleur de conscience que nous sommes en droit de dire à l'État, à force de fouiner dans tout, à force de faire serrer toutes les ceintures, non seulement on perdra la ceinture, mais on perdra la hanche. Parce que, à l'état où nous sommes, le gaz domestique, ça coûte combien? Combien de béninois de gaz domestique ne serait-ce qu'à Cotonou? Faites l'évaluation. Combien de gens nantis fonctionnaient avec des primes des 13e mois n'ont-ils pas recours pour faire le niébé, faire le cassoulet pendant les fêtes au charbon? Pourquoi le champagne n'est pas taxé? Pourquoi le vin? Pourquoi Donald Trump est un bon président, hein? Quelque part il est un bon président. Il dit que ce sont les gros là. On va le louer pour le bénéfice. Non, je ne sais pas, mais quelque part... Pourquoi c'est nous, pauvres consommateurs de charbon, qui devons faire élargir l'assiette fiscale au moment où les maroquineries ou les choses de luxe qu'ils veulent amener un peu partout, les clubs med ou tout ce qu'ils nous amènent là, ceux-là ne doivent pas payer plus fort parce que tous les jours, j'ai l'impression que c'est nous qui n'avons pas voiture, qui avons moto, qui devons payer pour second casque. Si 12 millions de personnes peuvent payer 200 francs CFA, c'est un peu plus épais, laissez-moi le lire comme ça, que si 2 millions de personnes vont payer 1000 francs sur le charbon. Ça, vous nous amenez sur les gaz économiques. Oui. Justement, les gaz économiques sont basés sur ça. Un courant dit que les plus riches ont plus de moyens et subissent moins le choc de la taxation. Et que ce sont eux qu'il faut taxer, un peu comme la gauche le dit. La droite dit non, il faut taxer, il faut laisser libre cours au marché, il faut que tout le monde puisse contribuer. Chacun fait ce choix. Ce choix finira par nous arracher. Oui, Eric, juste préciser, parce que vous savez, que le produit soit à l'intérieur ou vient de l'extérieur, il y a toujours un système de taxation. Quand William donne l'exemple de Champagne, bien sûr que c'est assez, même quand ça vient de l'extérieur. Mais pas le transport. Alors, donc quoi qu'en soit, le transport du nombre de bouteilles de champagne de l'intérieur ou de l'extérieur, il y a un mécanisme de taxation. Voilà. Donc, parce que ne donnons pas l'impression que quand on prend ces mesures, qu'on vise le pauvre citoyen. Oui, mais si c'est le pauvre citoyen qui consomme le charbon. Débourser. Oui. Non, ben écoutez, aujourd'hui au moins, si vous faites le tour de 10 ménages, au moins vous allez trouver du gaz dans 9 ménages. Non, on n'est pas dans le même pays. Mais comment on n'est pas dans le même pays? Oui, c'est quand même aujourd'hui, c'est devenu ce qu'on utilise le plus. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même que quand le gaz prend le prix, vous voyez comment ça crie un peu partout parce que tout le monde se retrouve dans l'usage du gaz. Le charbon vient parfois même en deuxième plan. Maintenant, bref, l'idée que moi je voudrais, comment on dit, relever, c'est que c'est cette idée de ce qu'on est en train de débourser le pauvre citoyen complètement de ses ressources, complètement de ce qu'il engrange comme ressources. N'oublions pas qu'en parlant du charbon, nous parlons d'une activité économique qui rapporte de l'argent à X ou à Y. C'est un business pour les gens. On peut souhaiter que les taxes soient réduites, mais on n'ira pas créer d'autres Béninois pour les taxer. Ce sont les Béninois qui vivent à l'intérieur qui seront taxés sur leurs activités qu'ils mènent. Donc, William doit souffrir que les taxes visent les Béninois. Ça va viser peut-être les Béninois moins nantis, ça va viser ceux qui ont un peu d'argent ou autres. Donc, les taxes vont venir et l'État va taxer si il sent qu'il y a l'argent quelque part. Si on brasse, même si c'est 1 franc, lui peut venir grignoter un peu pour renflouer ses caisses. Alors, lorsque vous lisez un peu la note circulaire, il y a quelque chose de très important que nous ne détectons pas, c'est la sécurité aussi. Parce que vous voyez parfois des transporteurs de charbon qui mettent 2, 3, 4 sacs
sur mes motos. Je crois que la note circulaire est en train de régler un tout petit peu ce problème parce qu'on a limité à 2 sacs et on a mis une certaine mesure pour le bois de chauffe qu'il faut transporter. Pour moi, c'est intéressant parce que vous voyez parfois sur la voie des sacs de charbon qui tombent sur de la moto du transporteur. D'abord, ça salit la voie. Et si celui qui est derrière vous, roulant dans le même sens, il n'est pas assez prudent, ça peut occasionner des accidents. Donc, ça règle un problème de sécurité dans le transport du charbon. Maintenant, pour les tasses, on peut toujours souhaiter que l'on revoie, parce que parfois, même les 200 francs qu'on demande aux gens de payer, c'est excessif, ça pèse sur eux. Ils vont peut-être chercher, dans le transport, c'est peut-être 500 qui leur reviennent et ils doivent payer 200 francs, c'est parfois un peu trop. Donc, il faut souhaiter que l'État puisse peser un peu les conditions dans lesquelles les gens vivent pour réduire ces tasses-là. Mais vouloir que cela disparaisse définitivement, dans aucun pays, vous ne verrez cela. C'est impossible. Et moi, je n'ai pas toutes les informations, par exemple, pour savoir si le champagne qui vient au pays, les vins, les bons vins que nous vendons à part la TVA à l'entrée, je ne sais pas si on attrape quelqu'un encore à fouiller dans son véhicule. On ne sait pas, parce que on n'a pas vu de communiqué pour ça au moins. On n'a pas vu de communiqué pour ça au moins. Donc si ça se passe bien, il n'y aura pas de communiqué peut-être. Ça, on a dit que c'est un rappel. Non. Ça existait toujours. Ils ont rappelé certainement qu'il y a... Là où on ne se comprend pas dans ce débat, oui, Tanguy, là où on ne se comprend pas dans ce débat, ce qui est marrant, William, ma maman, commerçante de riz à Cotonou, allait à Passagon, en retour pour Cotonou, qui prend et s'achète 4 sacs, elle, ce n'est pas pour l'activité, elle n'apporte pas une plus-value à l'activité économique de commerce de charbon. Ceux qui ont la profession de charbon paient des redevances, transporteurs et producteurs. L'État prend déjà ça. Pourquoi à ma pauvre mère ou à ma tante qui va prendre 3 sacs à Zoukou et qui revient à Cotonou, à elle, l'État demande encore de l'argent. Un État qui exonère des véhicules camions neufs. Et on sait ceux qui ont l'argent dans ce pays pour avoir non seulement véhicule, non seulement neuf et jusqu'à avoir camion. Un État qui exonère ça de toute taxe et qui vient taxer des sacs de charbon pris sur la voie de Dassapou Cotonou. Cet État, si je dis que l'État fouille pour les pauvres, expolie les pauvres, je n'ai rien dit de mal. Je n'ai même pas tué encore Jésus une seconde fois. C'est pour cela que je dis. Non, tenez-vous tranquille, vous n'aurez même pas l'opportunité de le tuer. D'abord, il ne mourra plus. Il ne mourra plus? Non. C'est quoi? Il vit éternellement. Vous avez la commission et la programmation divine désormais. Il vit éternellement. Ah, monsieur le pasteur. Entre-temps, vous l'avez déjà dit. Mon idée, je voudrais la faire claire. L'État et on va finir là-dessus. Élargit trop l'assiette fiscale chez des gens qui n'ont plus rien en poche. Il faut que l'État s'intéresse de plus en plus à des gens qui en ont encore un peu au moins dans le pays. Parce qu'on sait ceux qui fêtent, on sait ceux qui vont à Vaudou Days, on sait ceux qui boivent du champagne, on sait ceux qui boivent du vin dans le pays. Ceux qui prennent charbon, ceux qui sont obligés d'utiliser leur détour, le petit enterrement auquel ils ont été à l'intérieur du pays pour prendre 4-5 sacs. Ils n'ont pas du vin, ils n'ont pas du champagne. Eux, ils n'ont pas l'argent de faire... Allez, on va changer de sujet. On va parler... La pratique sur le terrain, justement, au niveau des acteurs, n'est pas exactement un peu comme la description que William est en train de faire. Parce que vous avez justement, un peu comme l'exemple que William a donné, c'est pas seulement toutes les personnes qui quittent un enterrement ou qui font un trajet, qui ont envie d'acheter de charbon qui sont concernées. Vous en avez justement qui développent un commerce illégal par rapport à ceux qui sont régulièrement connus pour faire cette activité. Comment ça? Oui, c'est-à-dire que on considère que c'est pour un besoin d'un personnel, mais en réalité, ça rentre dans le business. Ça rentre dans le business. Vous dites que vous achetez votre charbon autant de sacs que vous voulez et vous faites savoir que c'est pour des besoins personnels. Or, en réalité, vous le faites justement pour le business. Et donc, il y a aussi ceux-là qu'il faut décourager dans les milieux même si c'est pour et le sécuriser l'activité pour ceux qui sont réglementaires. Plutôt que de bloquer une circulation à fouiller dans les malarias pour voir s'il n'y a pas du charbon quelque part. C'est ça la question. Allez, on va changer de sujet, on va parler des pays de l'AES. Ça fait 1 an, jour pour jour aujourd'hui, qu'ils ont annoncé qu'ils vont quitter la zone de l'AES. C'est officiel. Désormais, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font plus partie de cette communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest.
on a eu un parcours assez, je vais dire, tumultueux, avec beaucoup d'annonces, etc. Le riche, bonjour, vous nous aviez rejoint entre-temps. Comment est-ce que vous voyez cette démarche, ce parcours mené par ces trois pays-là pendant ces 12 derniers mois pour quitter la CEDEAO? Vous savez, tout de suite, lorsqu'ils ont annoncé leur départ de la CEDEAO, beaucoup de personnes se sont dit que c'est juste une petite menace, une manière d'obliger la CEDEAO à revoir sa position parce que c'était dans une période de sanctions et c'était pour la plupart des observateurs une forme de menace du genre revoyez votre décision et nous allons rester au sein de la CEDEAO. Mais avec le temps, on s'est beaucoup plus rendu compte que c'était une décision assez forte, une décision que je suppose très mûri à leur niveau parce qu'ils sont déterminés. Ils avaient dit à l'entame qu'ils n'ont pas besoin de délai parce qu'en réalité, il y a une procédure pour le faire. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de délai et qu'au moment où ils étaient en train d'annoncer leur départ, que déjà, il faut considérer qu'ils sont partis. Et quand vous voyez aussi la manière dont ils s'organisent entre eux, vous comprenez qu'ils ont pris réellement la situation à bras-le-corps. D'autant plus que déjà, on est en train de parler actuellement de la confection d'un passeport AES. On est en train de constater que ces trois pays qui sont déjà au sein de l'AES font beaucoup plus attention à la libre circulation en leur sein, ce qui normalement devrait être le cas au niveau de la CEDEAO, mais quand on dit la libre circulation au niveau de la CEDEAO, il faut reconnaître que c'est beaucoup plus sur papier. C'est vrai que les gens circulent au sein de la CEDEAO, mais quand vous observez aussi, vous comprenez les difficultés que les gens ont eues, traverser simplement la frontière d'Aflao et vous allez comprendre ce que c'est. Traverser la frontière de Noé, vous allez comprendre ce que c'est. C'est une galère que j'ai subie. Quand on parle de la libre circulation, je pense qu'effectivement la CEDEAO a beaucoup de choses à corriger. Et déjà, il y a d'autres pays qui sont en train de frapper à la porte de l'AES. Je pense que c'est une révolution qui est en train de se faire. Oui. Non, je me rends compte que les pays de l'AES ont pris une décision et ils se sont donné les moyens d'atteindre, disons, leur objectif. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ce que ce sont ces pays-là qui veulent véritablement quitter, la CEDEAO s'est rendue compte, est mis devant le fait accompli pour acter déjà leur départ. Ça veut dire que ces pays savaient peut-être ce qu'ils faisaient. Ils ont mené une démarche qui a marché et aujourd'hui, décidément, ils ont quitté la CEDEAO. Lorsque vous parlez de parcours, vous voyez, depuis le coup d'État du Mali, Burkina Faso, le Niger, on a remarqué que ces militaires ont évolué, disons, déjà en retrait. Ils ont voulu que tout ce qui se passe au niveau de la CEDEAO ne les concerne plus et certains ont travaillé à avoir l'adhésion populaire. C'est vrai qu'au Mali, ça ne se passe pas très bien comme on l'aurait voulu. Au Niger également, c'est seulement au Burkina Faso qu'on sent un peu que la population adhère beaucoup plus à la politique de Ibrahim Traoré. Sinon là-bas, au Mali, il y a déjà les enseignants qui sont, je crois, les universitaires qui sont en grève depuis ce lundi et les politiques ne sont pas du tout d'accord avec le président de la transition. Mais je pense qu'ils ont tenu bon et jusqu'à ce jour, ils ont annoncé le départ et l'instance sous-régionale qui a acté cela. Je me demande comment ça va se passer parce que lorsqu'on me parle de passeport AES, est-ce qu'ils auront leur espace à eux seuls pour circuler ou ils iront dans les autres pays? Comment les autres pays vont accueillir cela? Est-ce qu'il n'y aura pas effet contagion? En tout cas, il y a beaucoup de questions maintenant en suspens dès ce jour 29 où leur départ est véritablement acté. Oui, c'est un fait. Et je pense que cela nous amène à constater l'échec des différentes missions de la CEDEAO dont l'objectif était de ramener ces trois pays au niveau de cette organisation. Si à la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu un résultat positif, en tout cas dans le sens de les ramener, c'est que ces trois pays sont plus que jamais décidés, justement, à faire de leur organisation leur espace communautaire, à la fois économique, mais aussi solidaire sur d'autres questions. Donc, je pense que aujourd'hui, la CEDEAO devra alors donc considérer vraiment le fait qu'il n'y a plus de marche en arrière et que pour ces trois pays, c'est parti, n'est-ce pas, pour être au niveau de leur organisation. Est-ce que quelque part aussi on n'a pas travaillé justement à affaiblir les efforts de la CEDEAO à atteindre cet objectif? Parce que
quand j'entends le ministre des Affaires étrangères togolais qui n'exclut pas la possibilité On va en de parler voir, tout à l'heure. ok, d'accord. Qui n'exclut pas la possibilité de voir donc Togo fait partie de l'AES tout en étant encore membre de la CEDEAO. Je me dis finalement, qu'est-ce qu'on veut de cette organisation? Ce qui est quand même curieux, c'est que les 3 pays de l'AES continuent toujours pas être membres de l'UEMOA. Donc, on peut, comment on dit, continuer pas être AES et avoir un partenariat avec l'UEMOA et pourquoi pas avec la CEDEAO d'organisation en organisation. Ça peut se faire. Toujours est-il que l'union qui est entre les peuples, que cela ne s'écrase pas, n'est-ce pas, et que malgré ces départs, on puisse continuer toujours par observer entre les communautés une parfaite harmonie. C'est un triste anniversaire, sinon c'est une triste date à remarquer. Que des pays membres fondateurs de la CEDEAO en soient aujourd'hui officiellement à une vie hors de la communauté. C'est un triste anniversaire, c'est une évidence, ou c'est une triste date que nous sommes obligés de marquer comme tel et de rappeler. Ensuite, les peuples n'ont rien à voir avec ça. C'est une guerre de gouvernance. Bon, ils vont en partir, ces peuples. Mais rassurez-vous, c'est une guerre de gouvernance, c'est un problème entre des gens qui sont au sommet de l'État, donc qui n'ont même pas les mêmes problèmes de subsistance que les populations. Ensuite, l'AES n'est pas une communauté comme la CEDEAO. Ce n'est pas une union non plus comme l'UEMOA. C'est une confédération. Et une confédération, juridiquement, ça a une implication. Ils décident de mettre légèrement leur souveraineté sur certains points de côté pour communément agir dans un certain domaine de façon précise, et notamment sur la question sécuritaire. Donc, je pense qu'il faut les considérer comme tels aujourd'hui. Ce n'est pas comme une UEMOA pendant que la CEDEAO existe. Non, n'essayons même pas ces comparaisons. Juridiquement, ce n'est pas la même chose. Maintenant, il y a un petit leurre qui est encore agrippé au cœur des gens de l'AES. Ils sont toujours dans le CFA. Et ils ont pour projet, dans leur confédération, d'aller une monnaie commune. Mais pour le moment, ils y sont. De créer un passeport pour eux-mêmes. Oui, ils ont un passeport, j'ai vu les passeports. Forces militaires, sécuritaires. Mais voilà. Ce sont des vœux pieux pour le moment. Oui, vœux pieux parce que nous savons, vous savez, pourquoi on a créé la CEDEAO il y a 50 ans? C'est pour l'intégration économique. Ouais. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que nous avons fait une réelle intégration économique? Pour l'interrogation. Après. Mais peut-être qu'avec eux, ça pourrait aller un peu plus vite. Non, désormais, rassurez-vous. Surtout qu'on annonce une monnaie économique, enfin une monnaie unique déjà. Ça pourrait aider. Alors que la CEDEAO tâtonne depuis avec sa monnaie unique. Quand ce n'est pas un Ivoirien qui met les pieds dans les plats, ça peut être un Sénégalais dans la sous-région. Qui va, ceux qui ont la monnaie. À quel rythme la dévaluation se fait? Et surtout, les économistes vous diront que la dévaluation n'est pas le problème. Mais on se reprend à quel rythme? Après combien d'années? Regardez le Ghana, regardez le Nigeria, les récessions économiques, les chocs économiques exogènes. Peut-être que c'est parce qu'ils sont isolés et qu'ensemble, désormais, c'est là pour leur donner une solution. À trois, si c'est si mal que ça, si c'est si mauvais que ça, si c'est un présage aussi mauvais que ça, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que d'autres pays sont en train de taper à la limite, à la porte de l'AES, par exemple? Le Togo, et Eric l'a noté tout à l'heure, le Togo qui n'exclut pas cette éventualité. Le Ghana qui a même nommé, je dois dire, un point focal, disons ça comme ça, auprès de l'AES. On a bien l'impression que les gens sont à l'écoute, observent et sont attirés. Oui, les gens sont à l'écoute, ils sont attirés, et tout simplement parce que, vous savez, il y a une guerre. En quittant la CEDEAO, vous allez remarquer que les 3 pays de l'AES ont beaucoup plus mis en avant leur souveraineté. Et c'est ça qui est en train aujourd'hui d'émerger dans toute l'Afrique, qu'on le veuille ou non. Vous allez remarquer que pendant longtemps, beaucoup de pays ont fonctionné sous les puissances qui les ont maintenus dans une certaine dans un certain esclavagisme ou dans une certaine dépendance. Voilà, c'est le mot juste, dans une certaine dépendance. Et on a parlé de développement, on a parlé d'indépendance, on a parlé de développement, on a parlé de tout ce qu'on veut. Mais quand vous regardez des indépendances jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui sérieusement a changé au niveau de la souveraineté, au niveau de l'économie, du développement de ces pays? Tout à l'heure,
William a parlé justement des pays qui ont leurs économies et tout ça. Ils ne sont pas extraordinairement développés, mais comparez-les aux autres pays qui sont dans le CFA. Il y a une grande différence. Regardez le Nigeria, comparez le Nigeria au Bénin, comparez le Nigeria au Togo, comparez le Ghana au Bénin. Il y a une grande différence. Ils ont leurs économies et ils ont su quand même à s'adapter d'une certaine manière. C'est pour vous faire comprendre déjà que quand vous arrivez à atteindre cette souveraineté, vous avez la possibilité parfois de tutoyer cette puissance-là et d'imposer. Mais vous savez, qu'est-ce qui se passait souvent avec la CEDEAO? Vous avez une institution où des chefs d'État viennent recevoir des ordres de puissance internationale. Mais vous exagérez. Je n'exagère en rien. On n'a pas de chefs d'État. Je n'exagère absolument en rien. Je n'exagère absolument en rien quand je dis. Vous savez, ceux qui étaient dans la salle quand la CEDEAO a décidé de venir attaquer le Niger. Vous connaissez les chancelleries qui étaient. Moi, je n'étais pas là-bas. Je peux pas. On a vu des images, on a vu des diplomates de chancellerie que vous connaissez. Donc, même si ce n'est pas recevoir des ordres, au moins ils ont quelques cahiers et ils prennent des notes quand les gens parlent. Et c'est pas mauvais quand en diplomatie qu'on prenne des notes entre amis, en coopérant. C'est ça. C'est le mot juste. C'est le mot diplomatiquement juste. Les coopérants. Mais justement, ces coopérants, on sait, on connaît un peu le rôle dans le développement des pays et parfois même dans l'enlisement du pays. Mais ce n'est pas comme si dans l'ombre de l'AES, il n'y a pas une puissance étrangère que nous connaissons très active dans cet espace. Donc, écoutez, chaque organisation essaye quand même d'évoluer en fonction de ses partenariats. Donc, je pense de façon fondamentale, ce qui va se jouer à présent, c'est comment les trois pays vont négocier encore tout ce que la CEDEAO, n'est-ce pas, comment on dit, émet comme action au niveau de ces trois pays. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons encore des programmes et des projets de la CEDEAO dans pratiquement bien de villages, bien de villes de ces trois pays. Est-ce que le départ suppose en même temps la suspension, n'est-ce pas, systématique de tout cet agenda qui quand même touche la vie de plusieurs millions de citoyens au niveau de ces trois pays? Ce que j'apprends, c'est que malgré que la date soit hâtée aujourd'hui, la CEDEAO laisse encore 6 mois pour que les échanges au niveau en tant qu'organisation CEDEAO et AES puissent évoluer pour permettre justement à ces trois pays de savoir ce qu'il faut véritablement faire de ces acquis. Moi, je pense qu'en bonne intelligence, les deux structures peuvent trouver la formule de continuer par coopérer tout en préservant ces acquis au profit des communautés. Parce qu'on parle de projets d'adduction d'eau, on parle de projets d'infrastructures routières, on parle de plusieurs projets qui coûtent de plusieurs milliards. Et je pense que ça va être du gâchis si on devait priver les populations de ces trois pays de ces financements. Moi, je pense qu'en termes de conséquences de ce retrait, nous aurons l'accroissement des conflits. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Banikwara ou à Karimaman, même si on ne s'accorde pas sur le lieu. Si les trois pays n'avaient pas des points de vue divergents avec le Bénin aujourd'hui, où on n'est pas en train de sortir et on se mettait ensemble pour régler la question des terroristes à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a 5 000 soldats. Peut-être que... La CEDEAO sort souvent les communiqués à la fin des attaques pour condamner fermement. Ils sont sur le point de mettre en place... Ça fait partie des conséquences, l'accroissement de ces conflits-là, de ces attaques, parce qu'ils ne s'unissent pas avec, par exemple, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Non, mais les militaires disent qu'ils se parlent et qu'on a écouté d'ailleurs le chef d'état-major général Fructueux dire que les politiques n'ont pas continué à se chamailler entre eux, mais qu'entre militaires ils sont en bonne intelligence et qu'ils regardent avec beaucoup de détails et de précision tout le mouvement. Il a remarqué que c'est le manque d'information qui a eu raison. Ça peut arriver à toutes les collaborations militaires qui existent sur la planète. Oui. Donc, si on ne fait pas attention, ça risque les terroristes vont profiter de ça. L'autre chose, c'est moi je vois aussi des conséquences économiques. Parce qu'en venant, en quittant la CEDEAO, les militaires nous avaient parlé d'ingérence extérieure. Il y a des puissances, comme l'a dit tout à l'heure Ulrich, qui s'ingèrent trop dans les affaires internes des États. Et donc, ils réclamaient une certaine souveraineté, ils voulaient s'affirmer. Aujourd'hui, avec leur trop grande acquaintance avec la Russie, on se demande si on ne quitte pas, disons, un milieu qu'on n'a pas aimé, on retombe dans un autre milieu pire. Et donc, ces questions-là seront agitées encore plusieurs fois. Il y a la question humanitaire également, parce que par exemple, si on veut aider les peuples dans les couloirs qu'il faut passer, s'il y a
des besoins au Burkina, au Niger, même au Mali, où les peuples ont besoin d'être aidés parce qu'en interne, ça ne va pas en réalité. On nous vend l'image de l'AES comme étant, disons, la confédération qui va sauver les peuples et tout, mais en interne, il y a des problèmes de faim, de maladies. Oui, mais ils sont arrivés il y a combien d'années? Est-ce qu'à la CEDEAO, il n'y a pas de problème? Faisons des analyses pour le futur. Oui, de façon concrète. Non, laissez-moi. Oui, on va l'écouter, s'il vous plaît. Aucun État aujourd'hui ne peut vivre, disons, en autarcie. Et donc, même si les efforts de la CEDEAO ne suffisaient pas, maintenant qu'on veut encore se séparer définitivement de la CEDEAO, ça va créer d'autres problèmes. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer. Ouais. Je ne dis pas que l'AES sera incapable, ces efforts ne peuvent pas suffire à régler. Vous avez dit qu'il nous vendait des images alors qu'il y a... Jusqu'à récemment, nous travaillions, sinon les États travaillaient à éviter la sortie. Désormais, ils sont dehors. Même dans 6 mois, l'échéance, ce n'est pas pour éviter une sortie, mais c'est pour un retour. Un peu comme si la Mauritanie devait revenir dans la CEDEAO. Ce n'est pas la même chose. Empêcher une sortie et faire... ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas la même force. Maintenant, soyons réalistes au niveau des États du Sahel. Moi, ils vont continuer à profiter des acquis de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas que des travers. Il y a des acquis. En matière d'intégration, en matière d'intégration, par exemple, en intégration sociale, vous n'avez pas idée. L'intégration sociale, c'est juste un dessin sur lequel, je dois dire, les États se calquent, sinon les populations sont depuis avant la naissance même des États. Les Rwandais, Congolais et Ougandais sont voisins, mais ne s'aiment pas. Donc, au moins, nous, on sait éviter ça. Ça a été créé par ceux qui sont au sommet de l'État. Vous n'allez pas dire que c'est le peuple rwandais. Non, le peuple ne s'aime pas. Vous voyez les images du... Vous n'allez pas dire que c'est le peuple rwandais qui a envahi le Congo. Les gens sont à la recette de Tutsis. Les gens sont à la recette de Tutsis en entrant à Goma. Attendez, tous les peuples ne cohabitent pas bien en paix. Et ça, au moins, on a essayé de réussir ça dans la CEDEAO. Et ils vont en profiter. Leurs ressortissants dans les différents pays ne partiront pas. À part cela, il y a aussi que leurs ressortissants qui sont dans les organisations régionales et sous-régionales ne sortiront pas. Donc, ne jouons pas trop à la politique de l'autruche et mettons les peuples au centre. La CEDEAO a manqué de mettre les peuples au centre et s'est tue sur la question terroriste. Attendez l'argent. Même les petits pays comme l'Estonie voulaient donner l'argent à des États comme les nôtres pour parler de sécurité. Donc, arrêtons de regarder dans la marmite des autres, sachant que c'est pour les peuples que nous travaillons. Et nous irons devant. C'est comme l'initiative d'Accra. Les gens vont s'asseoir, dire qu'eux-mêmes ils vont assurer la sécurité pour le terrorisme. 2 ans après, ils disent appel à l'aide. Attention, c'est comme si toutes les fois, nous là, on ne veut jamais rien faire. Les opérations Serval, épervier, grenouilles, le tout crapaud, de créer une association, une confédération. Mais aussi, il faut la tenir en fonction des principes et des règles. Sur les questions de démocratie, ok, quelle sera la ligne de conduite de l'AES? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des militaires. Parce que ceux qui pensent qu'aller à l'AES, cela peut leur permettre d'avoir une longévité au pouvoir, parce que là-bas, on ne va pas les embêter avec des questions de mandat, on ne va pas les embêter avec des questions de droits de l'homme. Si les personnes ne l'embêtaient pas. Donc, il est le seul. Non. La mission d'observation de la CEDEAO est allée constater la révision de la Constitution. Rien ne s'est passé. Il est un membre à part. La vie de gens. On ne vous embête pas. Mais vous avez des communautés. Un coup d'État constitutionnel. Non mais attendez, de quoi parlons-nous?